Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Le sujet qui m'a été proposé a déjà été un petit peu l'objet de mes réflexions, en particulier dans le livre que vous avez cité, La modérément moderne. Vous voyez que j'aime bien les jeux de mots, même dans les titres de ce que je publie. Il y a un chapitre là-dessus, c'est un petit peu ça que je vais vous résumer, étant donné que je vais essayer d'être le plus bref possible pour laisser le plus de place possible aux questions, d'autant plus que on m'a dit au téléphone, je ne sais pas trop qui d'entre vous m'a appelé, c'est vous, que vous souhaiteriez que j'intervienne ou que j'intervinsse sur ce qui s'est passé vendredi, ce que l'on peut en dire, ce qu'on ne devrait peut-être pas en dire. Donc vraiment les questions sont ouvertes et je vais essayer d'être le plus bref possible sur l'histoire. Bon, alors le progrès, il est important de prendre conscience du fait que nous y croyons tous. Même si les gens les plus intelligents parmi nous en doutent fort, le bon populo, et nous sommes tous bons populos par un certain côté, ce n'est pas une distinction sociale, c'est plutôt un niveau intellectuel à l'intérieur de chacun de nous, nous y croyons encore dur comme fer. Et la preuve, c'est que même si nous avons cessé de croire à une sorte de tapis roulant qui nous emmènerait automatiquement vers des lendemains qui chantent, eh bien nous sommes choqués lorsque quelque chose de désagréable se passe et nous disons, quand même c'est extraordinaire, à notre époque, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, par exemple, à notre époque éclairée avancée, ça ne devrait pas se passer, ça va de toute façon s'arranger, les méchants sont des rétrogrades, c'est des gens qui veulent reculer et qui marchent à l'envers sur le fameux tapis roulant, mais le tapis roulant avance quand même dans la bonne direction. Je crois qu'il est très important de prendre conscience, de faire une sorte d'examen de conscience, et de se dire que finalement nous sommes tous un peu embarqués, sinon sur le tapis roulant, en tout cas sur l'idée que les choses vont s'arranger, devraient s'arranger, et que si ça ne s'arrange pas, c'est pas normal. Eh bien, non seulement le progrès est l'objet d'une sorte de croyance un peu naïve et irréfléchie, mais il est également l'objet de théories qui sont mises à toutes les sauces. Le progrès, un chroniqueur radiophonique qui s'appelle Philippe Meyer et qui fait des chroniques toujours très drôles, commençait ses chroniques, je crois qu'il a un peu changé maintenant, mais il avait la formule « le progrès fait rage ». Ça terminait toujours, nous vivons une époque moderne, ce qui est vraiment une première absurdité, parce que l'époque est toujours moderne, c'est maintenant. Bon. Le progrès fait rage. Bien. Alors, 3 exemples. Le général Tapioca. Lorsque le général Tapioca fait son allocution, bien malgré lui, télévisée pour dire qu'il cède le pouvoir au général Alcazar, eh bien, il dit qu'il fait confiance au général Alcazar pour mener le San Théodoros, je cite, sur le chemin du progrès économique, social et culturel. Donc, on a un premier exemple d'utilisation du progrès. Les archéologues parmi vous se souviennent du marxisme-léninisme et savent que la tactique dite Front populaire était décorée du drapeau du progrès, le front du progrès. Les troupes, le camp progressiste était le Parti communiste et les idiots utiles qu'ils réussissaient à réunir
autour de lui. Ceux qui sont non pas archéologues mais vieux se souviennent au moment de la guerre civile, pas si civile que ça d'ailleurs au Liban, dans les années 70, les médias français avaient inventé un camp islamo-progressiste qui faisait hurler de rire certains, bon, mais le trait d'union était magnifique, hein, islamo-progressiste. Il y avait les chrétiens conservateurs et les islamo-progressistes. Dernier avatar, je vous en ai promis 3, je vous en donne 4. Eh bien, c'est Hitler. J'ai regardé récemment dans l'exemplaire de Mein Kampf que j'ai la chance de posséder. C'est assez difficile de trouver, c'est mon père qui l'avait confisqué à un officier de l'autre camp à la fin de la guerre. C'était la 665e édition. Datant de 1942, bah oui, parce que on offrait Mein Kampf à tous les couples qui se mariaient. Au lieu de leur offrir, je ne sais pas, un petit code civil ou une petite Bible, on leur offrait Mein Kampf. Et il est très remarquable, j'ai regardé, le livre est en ligne, donc on peut regarder les emplois. Alors j'ai regardé Fortschritt, progrès, et j'ai vu que le but de Hitler était d'assurer le progrès en éliminant certaines races rétrogrades qui arrêtaient, qui risquaient d'arrêter le progrès de l'humanité. Donc vous voyez, il est difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas progressiste. Staline l'était, Hitler l'était, le général Tapioca et le général Alcazar le sont tous les deux au même titre, et puis nous le sommes un petit peu tous aussi. J'ai employé l'adjectif progressiste, il apparaît en anglais dès 1848, on ne donne pas à cette date une signification particulière, enfin elle est facile à retenir à cause de révolution dans l'Europe entière en 1848, et l'adjectif a fait florès dans toutes les langues européennes, enfin, je ne sais pas comment ça se dit en hongrois, mais ça doit exister aussi. Et c'est toujours le gentil qui est progressiste, hein, le méchant étant alors conservateur, réactionnaire, intégriste, fondamentaliste. Les méchants changent, les noms des méchants changent, mais le gentil est toujours progressiste. Donc d'où vient cette idée? On la trouve dans l'Antiquité, mais au niveau individuel. C'est le progrès moral qui permet d'atténuer dans la doctrine stoïcienne la rigueur selon laquelle il y a deux sortes d'hommes, le sage, qui d'ailleurs n'existe pas, et les autres qui sont tous fous. Alors ils avaient réussi à introduire cette idée en disant finalement peut-être on peut un peu progresser, on peut s'éloigner un petit peu de la folie, se rapprocher de la sagesse. Mais on la trouve aussi au niveau collectif, par exemple chez Aristote, à des époques où le progrès était réel, si je puis dire, où les mathématiques, par exemple, avançaient à pas de géant, et donc, il faisait remarquer, tiens, c'est extraordinaire ce que l'on sait maintenant, on en sait beaucoup plus qu'autrefois. C'était compensé par l'idée, qui est également chez Platon, de cycle. La petite bête monte, et puis lorsqu'elle est arrivée la petite bête humanité, je veux dire, monte très haut, et puis à un moment, il y a eu un cataclysme naturel, une inondation ou une sorte de conflagration d'incendie cosmique, auquel seuls quelques montagnards frustes peuvent échapper. Si vous avez une inondation partout en bas, tout en haut, vous avez quelques bergers illettrés, qui, lorsque les eaux reculent, redescendent et recommencent le cycle de la civilisation. Donc on a une idée, si vous voulez, en dents de scie. Ça monte, puis boum, ça remonte, et boum, reboum. C'était une manière d'expliquer pourquoi, dans un monde considéré comme éternel, on n'avait pas encore tout découvert. Si le monde est éternel, on a infiniment de temps, et donc on aurait dû tout découvrir. Alors ils ont trouvé cette solution qui a eu
ces lettres de moderne, ces lettres de noblesse dans la modernité également, on la trouve chez Machiavel, etc. Et c'est seulement avec la modernité que l'idée de progrès s'enracine dans la conscience européenne, et là aussi, par la suite, d'avancées, j'évite évidemment d'employer le mot progrès une nouvelle fois, d'avancées spectaculaires dans le domaine des techniques et en particulier des grandes découvertes. Bon, la découverte du Nouveau Monde, rendue elle-même possible par l'invention du gouvernail des tambours, par l'invention de la boussole et des choses comme ça. Bon, ça, c'est une avancée objective. Eh bien, la liste de ces inventions revient constamment sous la plume des écrivains et philosophes du XVIe siècle, qui ajoutent d'ailleurs la découverte de la poudre à canon, ce qui montre que bon, les avancées ne sont pas toujours entièrement positives. Alors, c'est le siècle des Lumières qui a fait apparaître l'idée de progrès dans toute sa netteté et en la séparant des représentations qui la nuançaient, comme celle d'une série de catastrophes successives. Le siècle des Lumières s'est mis à croire à une avancée continue, irrésistible, irrépressible, alors d'abord des connaissances. Et là encore, l'argument massu était une conquête objective du savoir humain, à savoir Newton. 1688, principe mathématique de la philosophie naturelle, on a une théorie des mouvements célestes qui tient fichtrement bien la route, qui permet de rendre compte sur la base des découvertes de Copernic, de Galilée, de Kepler, de quelques autres de moindre importance, qui permet de rendre compte de la mécanique céleste avec un degré de précision remarquable et avec des outils mathématiques solides. Eh bien, le XVIIIe siècle entier, et une bonne partie du XIXe, va être fasciné par la science newtonienne et va se donner comme programme d'appliquer la méthode de Newton aux autres domaines du savoir. Alors la biologie, mais aussi par exemple la sociologie, qui naît avec Auguste Comte, c'est lui qui a inventé le mot, et qui prétend appliquer aux sociétés humaines les mêmes méthodes scientifiques que Newton. L'idée de progrès, comme telle que nous la connaissons maintenant, résulte d'une extrapolation de la réalité des avancées de la connaissance et de la pratique technique, de notre connaissance de la nature, de notre intervention, de nos possibilités d'intervention dessus, une extrapolation, disais-je, à partir de ces avancées réelles, jusqu'à l'idée selon laquelle l'accroissement du savoir et des techniques va provoquer une amélioration des situations sociales et politiques. On va avoir une économie plus performante, on va pouvoir nourrir davantage de gens, les gens vont être davantage satisfaits, on va avoir des régimes politiques plus doux qui auront moins besoin de répression assez sauvage, comme c'était assez souvent le cas jusqu'alors. Donc on a d'un côté des avancées scientifiques, l'espoir d'avancées économiques et politiques, et puis à l'horizon, l'idée d'une amélioration morale. Et c'est là que l'idée de progrès va se conjuguer avec l'idée d'amélioration. Le progrès, ça veut simplement dire qu'on avance. Mais le progrès tel qu'on l'entend maintenant, avec un P majuscule, ça veut dire qu'on avance vers le bien. On peut avancer dans des tas de directions, on n'est pas obligé d'avancer dans la bonne direction. Notre croyance au progrès, ajoute à l'idée d'une avancée, l'idée d'une orientation positive,
Le temps a un vecteur, si vous voulez, nous sommes au sens propre du terme vecteur, quelque chose qui nous porte vers l'avant, hein, quelque chose qui nous conduit comme un camion, comme le fameux tapis roulant, donc le tapis roulant dont je vous parlais. Alors ça se trouve à une date très facile à retenir, 1750, la moitié du XVIIIe siècle, avec un discours prononcé par Turgot, qui fera ensuite de la politique, de la finance et de la politique, comme vous le savez depuis que vous avez fait de l'histoire au lycée. Bon, donc Turgot est le premier à formuler cette idée, suivant laquelle ça va aller de mieux en mieux. Il y a un autre grand auteur qui a systématisé ça de la manière la plus... qui a orchestré même ça avec beaucoup de rhétorique, c'est Condorcet, qui en 1794 écrit une esquisse, le titre est très compliqué, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Texte assez énervant, parce que c'est une rhétorique insupportable, assez touchant d'une autre manière, parce qu'il écrivait ça, il était du mauvais côté dans un club de guillotineurs, bon, il était du côté de ceux qui allaient être guillotinés. Il en avait guillotiné aussi avant, hein, enfin, ça a changé, il y avait un petit roulement à établir, si vous voulez. Bon. Pas seulement de tambour. Donc, il écrivait alors qu'il était en fuite, il se cachait, bon, il a été finalement rattrapé, alors on ne sait pas trop s'il s'est suicidé ou si on l'a un peu aidé, enfin bon. Donc c'est un hymne au progrès écrit à une période particulièrement désagréable, et on n'avait vraiment pas trop l'envie de penser au progrès. Cette croyance au progrès du XVIIIe siècle n'est pas partagée par tout le monde. Voltaire, par exemple, se représentait l'histoire plutôt comme une série d'îles de lumière isolées. Par définition, une île est toujours isolée, hein. Donc disons des sommets radieux, mais isolés sur une mer de préjugés, de fanatisme et tout. Les sommets radieux, ben, c'est Périclès, Auguste, la Renaissance italienne, je ne sais plus trop qui c'était, son personnage, peut-être François Ier en France, et puis alors Louis XIV. Rousseau, en 1750, la même année que celle pendant laquelle Turgot entonne son hymne au progrès, commence à mettre un petit peu de l'eau dans le vin de la croyance, dans son premier discours sur les sciences et les arts, dans lequel il essaye de montrer que le progrès technique, l'adoucissement des mœurs, se paye par une baisse de l'esprit civique. On n'est plus aussi prêt à défendre sa patrie en 1750 qu'on ne l'était dans les récits évidemment exagérés que Plutarque, dont Rousseau se nourrissait, que Plutarque nous raconte. Bien. Alors, question. Le progrès est-il quelque chose que l'on constate ou quelque chose en quoi on croit? La question est posée par Auguste Comte, qui parle du progrès comme, je cite, le dogme, il dit le dogme vraiment fondamental de la sagesse humaine, soit pratique, soit théorique. C'est dans le discours sur l'esprit positif. Le progrès est donc là une croyance. Eh bien, ça va changer avec Darwin. Ou plus exactement, ça va changer avec une certaine interprétation qui a été l'interprétation dominante, l'interprétation populaire de la théorie de l'évolution. Je vous rappelle la date de l'origine des espèces, 1859. 1859, l'origine des espèces, 1871, l'ascendance de l'homme, enfin, le livre sur la généalogie de l'espèce humaine. Bien.
Darwin, lui, parle de la lutte pour la vie dans le cadre d'une économie de pénurie. Il faut se battre pour manger. On va voir un bel exemple tout à l'heure. Mais il n'a jamais parlé d'un progrès. Pour lui, c'est simplement un fait que les espèces que le hasard a dotées de certaines caractéristiques sont plus aptes à la survie, parce qu'elles sont plus aptes à la reproduction, que d'autres qui n'ont pas telle ou telle caractéristique. Mais la survie du plus apte, formule un petit peu tautologique d'ailleurs, ça veut dire la survie de celui qui est le plus apte à survivre. Darwin n'était pas idiot, il était tout à fait conscient de ça. La survie du plus apte, ça ne veut pas dire la survie du meilleur. Or, c'est justement ce qui a été conclu, contrairement aux intentions de Darwin, par la lecture, disons, populaire qui a été faite de son œuvre bien de 1859 jusqu'à, j'allais presque dire jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'à fort avant dans le 19e et le 20e siècle. Bon, si vous voulez, il est arrivé à Darwin un petit peu ce qui est arrivé à Freud, c'est-à-dire que même des gens qui ne l'ont pas lu, Freud, parlent de complexes, disent ce mec-là il est refoulé, enfin bon, il y a tout un blabla pseudo-psychanalytique qui est finalement beaucoup plus influent que la doctrine freudienne elle-même. Il en est de même pour Darwin. Tout le monde parle de l'évolution. Par exemple, je n'ai jamais lu l'origine des espèces. Mais à culpa. Bon. Combien l'ont lu parmi vous? Peut-être pas énormément non plus. Ça fait pas longtemps que je me le suis acheté, je me promets bien de le lire, mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ben, ça n'empêche que, voilà, il y a l'évolution, il y a le struggle for life, il y a le survival of the fittest, tous ces machins-là. Tous ces machins-là, bon, qui ont été recyclés, réutilisés, et pris un petit peu comme ce qui est arrivé à Newton, pris comme modèle de ce qu'il faudrait faire pour d'autres domaines du savoir. Il y en a un qui s'est particulièrement pris au piège, c'est Marx. Marx voulait être le Darwin des sciences économiques et sociales. D'ailleurs, il voulait dédier le capital à Darwin. Bon, Darwin, lui, il voulait pas. Darwin était un type extrêmement comment dire, réservé, même timide, un peu genre une sorte de professeur tournesol au carré, si vous voulez, un type qui voulait absolument pas faire de vagues. C'est curieux. Hein. Et bon, ben, il y a d'autres qui ont fait des vagues pour lui, si je puis dire. Mais alors, ça a une importance capitale, c'est que si l'on interprète l'évolution des espèces comme un progrès vers le bien, si on dit que c'est plutôt mieux d'être un oiseau que d'être un reptile, c'est plutôt mieux d'être un homme que d'être un singe, bon, on peut laisser cette opinion là où elle est. Donc, mais si on pense comme ça, on va donner à l'idée de progrès un enracinement objectif et en faire une sorte de loi de la nature. Donc le progrès ne sera plus simplement quelque chose que l'on pourra souhaiter, ça ne sera plus non plus simplement quelque chose à quoi on pourra travailler par son effort personnel pour s'améliorer soi-même ou pour améliorer, je ne sais pas, les conditions sociales ou autres. Ça va être une sorte de force naturelle qui va pousser vers l'avant quelque chose d'irrésistible, qui va permettre donc la représentation du fameux tapis roulant. Ce tapis roulant qui aurait commencé bien avant l'histoire de l'humanité, depuis le warm little pond, depuis la petite mare tiède dans laquelle Darwin
s'imaginaient, rêvaient un peu que la vie avait pu apparaître, jusqu'à nous. Avec un petit ennui, c'est que si le progrès avec un grand P, si l'évolution avec un grand E nous porte vers l'avant, rien ne dit que nous autres, hommes, enfin, êtres humains, soyons le dernier mot. Et ça, c'est déjà vu par Darwin, qui était quand même plutôt malin. Peut-être que l'homme va évoluer vers des choses qui ne seront plus humaines. Et vous trouvez cette idée, bon, un petit peu partout. Je cite pas mal de textes dans l'autre bouquin, là, pas modérément moderne, mais Le règne de l'homme. Vous avez toute une série de rêves, en particulier, alors, d'une manière assez rigolote, dans l'Union soviétique des années 20, l'utopie au pouvoir. Bon, voilà. On va créer des systèmes solaires, rien ne nous sera impossible. Et puis bon, on va évoluer vers des êtres qui ne s'appelleront plus des hommes, ça sera bien mieux. Non seulement Trotsky disait que le moindre individu de l'espèce humaine aurait le niveau de Goethe ou de Michel-Ange, mais qu'à partir de ces sommets, à partir de cette base, nous serons tous Goethe et tous Michel-Ange, il y aura alors des sommets encore plus radieux. Voilà. Hein? Mais alors quel intérêt y a-t-il à réfléchir là-dessus en chrétien? Puisque bon, moi c'est mon cas. Eh bien, quelques indications, hein, seulement 3 indications. Hein, d'une part, on a reproché au christianisme naissant d'être nouveau. Pour nous, c'est un petit peu stupéfiant, puisque bon, beaucoup d'entre nous sont tombés dans une marmite de christianisme quand ils étaient petits. Eh bien, à l'époque des premiers pères de l'Église, le christianisme apparaissait comme une religion nouvelle, et donc comme suspecte. Tout nouveau, tout beau, c'est un proverbe typiquement moderne. Dans l'Antiquité, c'était une objection. On disait, votre truc c'est nouveau, ça voulait dire c'est pas bien. C'est marrant. Hein. Ceux qui se souviennent un peu du latin du lycée se souviennent que res novae, mot à mot des choses nouvelles, ça veut dire une révolution. Et donc quelque chose de très négatif. Hein. Une émeute, un Spartacus, n'importe quoi. Hein. Des choses très négativement, très connotées. Et donc, oui, par exemple, Cels, hein, vous savez qu'Origène, le père de l'Église, a écrit un contre-Cels dans lequel il répond aux objections contre le christianisme d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Cels. Et l'objection, c'est le christianisme est né d'hier. C'est nouveau, donc pas bien. Eh bien, il est amusant que les slogans encore les plus actuels du projet moderne sont d'origine chrétienne. L'autonomie, l'idéal d'autonomie, bon, c'est chez saint Paul. L'idée d'émancipation de l'humanité par rapport à des précepteurs qui la tenaient sous leur coupe tant qu'elle n'était pas adulte, ça se trouve dans l'Épître aux Galates. L'oubli de ce qui est derrière soi et la tension vers l'avant, dans l'Épître aux Philippiens. L'idée d'un édifice qui augmente vers sa plénitude. Tout ça, c'est dans saint Paul. Mais évidemment, avec une autre, une autre tonalité que la façon dont ces idées ont été reprises par le projet moderne. D'autre part, le christianisme est attaqué depuis la modernité parce qu'il est rétrograde. Donc dans l'Antiquité, on lui reprochait d'être trop progressiste, si je puis dire. Maintenant, on lui reproche d'être trop rétrograde. Alors ça, c'est la tarte à la crème du discours des Lumières. J'ai récemment entendu, non c'était en 2011, c'est pas si récent,
M. Jean-Luc Mélenchon dire, je cite, « Au Moyen-Âge, l'Église catholique empêchait que les inventions se propagent ». C'était à réplique avec Denis Tillinac. Je ne sais pas ce que Tillinac a répondu. C'est intéressant, je veux dire, parce que si c'est non seulement faux, mais le contraire de la vérité, voilà un bel exemple de contre-vérité très nette. Il faudra rappeler par exemple le rôle des moines dans le défrichement et dans l'amélioration des techniques agricoles. Troisième petite remarque, là aussi un retournement assez amusant dans le sillage du mouvement écologique. Non seulement le christianisme est coupable du retard des sciences et techniques, mais il est aussi coupable du contraire, puisque c'est lui qui a livré la terre aux appétits déréglés de l'homme, puisque la Bible dit devenez, soumettez la terre. Donc notre crise écologique, c'est la faute au christianisme. Donc non seulement il est coupable de l'arrêt du progrès, mais il est coupable du progrès aussi. C'est assez remarquable. C'est très difficile d'avoir vraiment tout faux. C'est-à-dire tout est le contraire de tout. Bon. Voilà. Donc je m'arrête ici. J'ai déjà parlé, je crois, une petite demi-heure, peut-être un peu plus. Une petite demi-heure. Voilà. Donc voilà, c'est un concept sur lequel il est intéressant, une notion, pardon, sur laquelle il est intéressant de réfléchir. C'est tout ce que je vous propose de faire. Voilà. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.